On a constaté dans la première sous-partie de cette deuxième partie sur les transformations de l'environnement par l'homme que l'homme anthropisait le monde, c'est-à-dire qu'il transformait son environnement. C'est ce que on va continuer de voir en prenant la mesure des limites du problème, parce que l'homme transforme son environnement, on comprend que cela pose des problèmes et que l'homme finit, à force de transformer son environnement, par rencontrer les limites de cette transformation. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième sous-partie, l'impasse environnementale de la civilisation industrielle. La civilisation industrielle, on l'a dit, elle est basée sur l'idée que l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, et que l'environnement est donc considéré comme une ressource inépuisable. C'est la base de la civilisation industrielle. On sait bien, évidemment, qu'il y a des limites et que l'exploitation sans limite de l'environnement, même si c'est le postulat de base de notre économie contemporaine, de notre système économique, c'est un postulat qui est faux. L'environnement est limité, il n'y a qu'une planète et les ressources de la Terre sont limitées. Donc, le fonctionnement économique de la civilisation industrielle ayant abouti à l'exploitation sans limite de l'environnement, cela provoque des problèmes tels que la pollution, par exemple. La pollution du fait des déchets de notre industrie dont on considère que l'environnement va les absorber. Ça marche dans une certaine mesure, mais on a fini par atteindre les limites de la capacité de l'environnement à absorber nos déchets. Déchets qui peuvent être sous forme de CO2, par exemple les rejets ou de méthane, enfin les rejets de gaz à effet de serre, ce sont des déchets, c'est une forme de pollution et on sait les conséquences que cela a lorsque cela dépasse une certaine quantité dans l'atmosphère. D'autant que le CO2 est un gaz extrêmement stable qui met des centaines d'années à s'éliminer. Donc dès qu'on en rejette dans l'atmosphère, eh bien il s'accumule et on arrive très rapidement à en émettre plus que l'atmosphère ne peut en renouveler. Donc le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente très vite et donc l'effet de serre augmente en conséquence. Donc la pollution, ça c'est une des premières limites. La deuxième limite, elle est très bien symbolisée par ce genre de photo qui montre une mine. Et une mine, justement, nous montre bien un autre problème qui est celui de la déplétion des ressources. Et on atteint les limites de certaines ressources, de certaines réserves, et ça, on va en parler tout de suite, parce que la meilleure illustration de cette déplétion des ressources, c'est ce qu'on a appelé le pic de Hubbert. Hubbert, ça s'écrit H-U-B-E-R-T, hein, comme Hubert, mais comme le prénom Hubert, mais avec 2 B. Le pic de Hubbert, Hubbert était un scientifique qui, dans les années 60-70, avait calculé les limites de nos réserves de pétrole. Alors, le pétrole, ça ne s'exploite pas dans une mine de ce genre, mais cette limite, ce type de calcul, on peut les appliquer à d'autres types de ressources que le pétrole. Et Hubbert avait calculé que, compte tenu des ressources de pétrole connues, des ressources dont on pouvait prévoir qu'on les découvrirait, du coût croissant de la prospection et de l'exploitation de certains gisements qu'on n'exploite pas encore parce que ça coûte trop cher de les exploiter, mais qu'on exploitera une fois qu'on aura vidé les gisements faciles à exploiter. Hubbert avait calculé que la production de pétrole atteindrait un pic à un moment et finirait ensuite par baisser, se mettrait à baisser juste après. Et il avait calculé que ce pic aurait lieu en 2008. Et de fait, ça s'est passé comme ça, effectivement, on a atteint le pic du pétrole en 2008, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué et que Hubbert n'avait pas prévu le développement du gaz et du pétrole de schiste. Mais en 2008, effectivement, la production de pétrole conventionnel s'est mise à baisser. Le problème, parmi tous les problèmes, mais l'un des problèmes, c'est qu'évidemment, lorsque on produit moins d'une ressource, a priori que les besoins n'ont pas baissé, eh bien, la loi de l'offre et de la demande fait que les prix vont très fortement augmenter
dès qu'on passe le pic. Donc on peut imaginer les conséquences économiques et sociales que cela peut avoir. Le pic de Hubbert, on peut, voilà, à travers ce graphique, qui nous montre que à partir, on voit que ça va de 73 à 2023, à partir de 2008, eh bien, on observe une stabilisation de la production de pétrole et même une tendance, une légère tendance à la baisse à partir de 2015-2017. Alors évidemment, il y a une baisse brutale en 2020 à cause du Covid et de l'arrêt de l'économie que ça a provoqué. Après, ça a repris, mais on voit que ça n'a pas atteint, la production n'a pas rattrapé en fait son niveau d'avant Covid. Manifestement, la production de pétrole, c'est-à-dire la partie la plus sombre, le bas du graphique, la production de pétrole a tendance à diminuer. Mais il s'agit, la légende le dit, du pétrole brut hors schiste, ce qu'on appelle aussi le pétrole conventionnel, le pétrole qu'on récolte habituellement. Vous remarquez qu'à la fin du graphique, il y a une petite partie un peu plus claire, c'est le pétrole de schiste. Et là, on voit qu'à partir des années 2010, justement, ça s'est développé et ça a permis de compenser la baisse. Donc, le pic a eu lieu pour le pétrole conventionnel, mais pas pour le pétrole de schiste. Donc, on peut toujours espérer trouver de nouvelles ressources, comme le pétrole de schiste, qu'on ne savait pas exploiter avant. Mais on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. Et l'autre limite que l'on atteint, c'est que ce nouveau pétrole que l'on exploite, et ça c'est valable pour toutes sortes de ressources, et pas seulement pour le pétrole, ce nouveau pétrole coûte beaucoup plus cher à exploiter et est beaucoup plus difficile à exploiter. C'est-à-dire que il a un taux de retour énergétique beaucoup plus mauvais que le pétrole conventionnel. Alors qu'est-ce que c'est que le taux de retour énergétique, le TRE, un taux de retour énergétique? Le taux de retour énergétique, c'est la quantité de pétrole, enfin ou d'énergie, mais on calcule en équivalent pétrole, on met tout sur la même échelle, la quantité d'énergie nécessaire pour produire le pétrole que l'on veut extraire, puisqu'évidemment, pour extraire du pétrole, il faut forer, il faut extraire ce pétrole, ça coûte de l'énergie, et particulièrement le pétrole de schiste, ça demande de fracturer le schiste, qui est une roche quand même relativement dure, de fracturer avec de l'eau sous haute pression, et ça demande évidemment énormément d'énergie. Alors, avec le pétrole conventionnel, il y a, avant 1940, donc à une époque où le pétrole était abondant et facile à exploiter, avant 1940, le TRE, le taux de retour énergétique du pétrole conventionnel, était de 100. Ça veut dire que avec l'énergie d'un baril de pétrole, on arrivait à extraire 100 barils de pétrole. Donc c'est un taux de retour énergétique très intéressant parce qu'on fait au total le bilan est de 99 barils. Donc si avec un baril, si vous consommez un baril pour en produire 100, ça vaut le coup. Le problème c'est que ça n'a fait que baisser et dans les années 2000, on était arrivé à un taux de retour énergétique de 20. Là, bon, pour un baril utilisé, vous n'en produisez que 20, donc ça fait un bilan de 19 barils, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Ça coûte beaucoup plus cher à exploiter, et puis en extrayant du pétrole, on pollue, parce qu'on consomme beaucoup de pétrole pour en extraire. Donc, et puis ensuite, on consommera bien sûr le pétrole qu'on a extrait, mais ça a un bilan énergétique qui commence à être mauvais. Or, avec le pétrole de schiste, on est actuellement à un taux de retour énergétique de 8. Donc là, il n'y a plus que 7 barils de bénéfices. Et on peut ajouter à cela aussi le pétrole issu des sables bitumineux qui sont exploités en ce moment au Canada, qui ont aussi un très mauvais taux de retour énergétique. Donc, on voit qu'on atteint là une limite qui est celle des ressources en pétrole. On sait qu'il reste du pétrole, il reste beaucoup de pétrole sur Terre, mais l'exploitation n'est pas possible ou est difficile ou coûte cher, enfin a un très mauvais taux de retour énergétique.
La troisième limite que l'on atteint, et on verra qu'il y en a d'autres, au total les scientifiques en ont calculé 9, nous on va en évoquer 3 ici. Ah non, je voulais d'abord vous montrer ça. Justement, le problème du coût, voilà, du coût de l'exploitation du pétrole. Alors on revient sur le pétrole un petit peu. Ça, on a calculé en 2005, hein, donc on est encore avant même le grand lancement de l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, et on est avant le pic, mais on sentait bien qu'il allait venir, tous les signes le montraient. On voit que le pétrole déjà produit en bas à gauche, donc qui s'élève à peu près à 1000 milliards de barils, hein, on a produit à peu près dans l'histoire 1000 milliards de barils de pétrole, ça n'a pas coûté très cher. On voit que le coût est au fond assez limité et est assez bas. Le pétrole qui reste aujourd'hui dans les pays de l'OPEP, hein, de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et notamment au Moyen-Orient, bon, c'est une quantité assez importante. On voit à peu près 1000 barils, hein, de 1000 à 2000, donc ça fait à peu près 1000, un petit peu plus de 1000 barils. Et c'est du pétrole qui, là aussi, ne coûte pas très cher. Donc, il nous reste cette réserve-là. Le pétrole conventionnel qu'on trouve dans d'autres pays, déjà, coûte un petit peu plus cher, c'est ce qui est en rouge. Le pétrole qu'on pourrait trouver dans l'Arctique, ce qui est en orange, alors là, il n'y en a pas énormément et ça coûte très cher. Et après, il y a d'autres, alors des techniques d'extraction avancées, etc. Les sables bitumineux, on voit que là, ça coûte aussi relativement cher. Et alors, les schistes, là, c'est encore pire. On voit que ça pose vraiment problème. Donc, l'exploitation du pétrole est de moins en moins rentable. Et donc, on devine toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment économiques. Alors, je disais, la troisième limite que je Et là, c'est ce qu'on voit sur cette photo. On voit ici un espace périurbain qui illustre l'étalement urbain, et on peut deviner que à la place de ces lotissements, quelques années avant que la photo soit prise, il y avait des champs. Et ce qui est illustré ici, c'est l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est l'aménagement, donc en réalisant des aménagements tout à fait artificiels. Ça va au-delà de l'anthropisation, c'est une forme d'anthropisation beaucoup plus forte, où on remplace le sol par quelque chose de tout à fait artificiel, où la vie est difficile, ou hein, sur du bitume par exemple, il n'y a pas grand-chose qui vit sur du bitume, ou du moins où la vie est étroitement encadrée, comme dans des jardins où on passe la tondeuse à gazon toutes les semaines. Et là, la vie est très limitée sur ce type de gazon. Eh bien, l'artificialisation des sols, elle détruit les habitats des animaux, et à force de détruire les habitats, si vous ajoutez à cela la pollution et les pesticides qu'on met dans les champs, et même la pollution en général, ainsi que le changement climatique qui perturbe un certain nombre d'êtres vivants, eh bien, on voit un autre problème qui est celui de la réduction de la biodiversité. La réduction de la biodiversité a atteint des niveaux extrêmement importants qui sont proches des niveaux des grandes extinctions qu'il y a eu par le passé. Il y a déjà eu des extinctions d'espèces animales par le passé, il y en a déjà eu. La dernière grande extinction était celle des dinosaures il y a 65 millions d'années. Eh bien, aujourd'hui, on vit la 6e extinction de masse. Alors, une extinction, ça se fait sur plusieurs siècles, ou voire plusieurs milliers d'années, donc il faudrait attendre plusieurs siècles pour confirmer que l'extinction que nous vivons actuellement est équivalente à celle qu'ont vécu par exemple les dinosaures, ou les quatre extinctions qui ont précédé. Il n'empêche que le rythme aujourd'hui se rapproche de ce rythme-là, et l'originalité, c'est évidemment que cette fois-ci, ce sont les hommes qui en sont responsables. Ce ne sont pas des phénomènes naturels qui provoquent cette extinction de masse, une extinction de masse avec une disparition des espèces beaucoup plus rapide que d'habitude, des espèces qui disparaissent, mais même pas seulement des espèces qui disparaissent, simplement une biomasse qui diminue, c'est-à-dire une quantité d'animaux existants qui, même si leur espèce continue à vivre, l'effectif de chaque espèce baisse. Et on a calculé
que depuis les années 70, on a perdu 69% des populations d'animaux vertébrés. Donc les vertébrés, on voit sur le dessin, sont les reptiles, les mammifères, les oiseaux et les poissons. Après, ce n'est qu'une partie de la biomasse terrestre, parce que les bactéries, les vers, les insectes, qui sont des invertébrés, pèsent beaucoup plus lourd que les vertébrés au total, si on fait le total de leur biomasse. Mais ça représente ici une extinction massive. La disparition des gros animaux est un révélateur de l'extinction massive, qui touche aussi en même temps les petits animaux.